L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va courir et pédaler sur les traces des résistants du Grésivaudan, danser à la mode orientale et faire un tour dans une grande roue en bois. Et pour parler de ces sujets, je reçois Anne-Laure Convert, ébéniste, menuisier, membre de la Raboterie. Bonjour, bienvenue. Bonjour. En face de vous, Mèche Ponce et Cora Guillemot. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes danseuse et vous organisez la Nangona Fest. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, on verra ça avec vous. Si, bon, ça va, un bon point déjà, ça commence bien. On verra ça avec vous dans quelques minutes. Et puis, quatrième invitée, Alice Buffet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère, un musée qui est à la manœuvre d'un événement qui marie le sport et l'histoire et qui se déroulera le jour où on commémore la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas un hasard d'ailleurs d'avoir choisi cette date-là. Oui, tout à fait. Non, c'est normal. L'idée, c'est de redonner du sens à cette date du 8 mai qui parfois est un peu oubliée, qu'on considère comme un jour férié sans se rappeler ce que ça veut dire, ce qu'il y a derrière. Tout à fait. Alors l'événement s'appelle la Course de la Résistance. C'est la 5e édition en 2019. C'est un événement où on va courir et pédaler d'abord. Hein. Alors, c'est effectivement un rendez-vous qu'on a voulu sportif, mais aussi ouvert à tous. Donc, du coup, on a 2 épreuves chronométrées, un 8 km qui est notre course emblématique, et puis un 30 km pour les sportifs un peu plus aguerris, et puis également des parcours cyclotouristiques qui proposeront différentes boucles, pareil, en fonction de comment on aime pédaler et si on peut aller de 40 à 110 km. Donc, passer sur les balcons de Beldonne et les balcons de la Chartreuse. Voilà, à la carte, parce que la particularité aussi de cet événement, c'est qu'il est itinérant, il change chaque année de territoire, toujours en Isère. Là, on voit d'ailleurs des images de l'édition de 2018, on était dans le Trièves, autour de Mins. Cette année, ce sera donc le Grésivaudan et Alvar qui sera un peu le camp de base de l'événement. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est évidemment de rappeler le sens de cette date du 8 mai et donc de rappeler aussi, de mettre en lumière les lieux emblématiques de la Seconde Guerre mondiale en Isère. Donc, vous l'avez rappelé, l'idée, c'est de pouvoir aussi itinérer. Et cette année, on s'arrête dans le Grésivaudan, au lieu aussi de la résistance iséroise. Et le point de ralliement, on va dire, ce sera Alvar-les-Bains, effectivement. La place de la Résistance, même à Alvar-les-Bains. Place de la Résistance, tout à fait. Pour ne pas se tromper. Donc on l'a vu, on peut soit courir, soit pédaler. C'est un événement qui s'inscrit dans le paysage depuis quelques années et qui, cette année, devrait battre des records de fréquentation. On espère, on est en bonne voie en tout cas. Donc voilà, il faut dire que la semaine est assez propice puisque le jour férié tombe de façon... au milieu, donc c'est pas mal. Donc c'est ça pas fait mal. Une bonne coupure. Exactement. Et puis je pense qu'il y a aussi la proximité avec l'agglomération grenobloise, l'agglomération de Chambéry aussi. On est à mi-chemin, donc on est sur un territoire assez sportif. Donc voilà. Il y a à peu près 2000 inscrits pour l'instant. Le seul petit bémol, c'est peut-être la météo. Vous pouvez pas choisir votre date, vous n'avez pas le choix. Mais c'est vrai que là, les conditions de ce début du mois de mai font plutôt penser au milieu de l'hiver. Hein. Ouais, c'est vrai. On a cette difficulté-là. Après, c'est le jeu aussi. On a dû adapter déjà le parcours du 30 qui passait très haut sur les crêtes de Beldonne qui malheureusement sont très enneigées. En revanche, on a préparé un plan B qui sera tout aussi beau et qui permettra de vraiment profiter quand même des paysages et de ce beau parcours. Voilà, du trail autour d'Alvar, il y a de toute façon de quoi faire sur ce domaine. Et puis pour ceux qui ne voudraient pas trop se fatiguer, il y a des animations tout au long de la journée, notamment pour les plus jeunes. Oui, l'idée c'est vraiment d'en faire une journée ouverte à tous. Donc effectivement, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi de la randonnée. Pour ceux qui ne font ni du cyclo, ni du trail. Et puis, toute la journée, un village d'animation avec des activités proposées pour les plus jeunes, mais pas que. Avec des possibilités d'escalade, de poney, balade en attelage, etc. Donc, de quoi normalement satisfaire tout le monde. Et puis, cette année, on s'inscrit aussi dans le cadre de Paysage, qui est un événement porté par le département de l'Isère. Et donc, on a rajouté une petite
dimension culturelle supplémentaire avec un spectacle de théâtre d'impro à 14h30 qui sera ouvert à tous, qui se déroulera au cinéma d'Alvar. Et puis la présence de sketchers, donc des gens qui croquent les paysages rapidement pour venir nous faire des instantanés de course et puis proposer au public présent de pouvoir venir croquer également les beaux paysages du Grésivaudan et de Beldon. Bon, faut être rapide pour arriver à croquer les trailers parce que ça passe vite en général, même s'il y a un peu de neige sur le parcours. On peut encore s'inscrire. Il y a le site internet de la course de la Résistance qui donne toutes les infos et je crois que même le jour même sur place, il y a encore des possibilités pour participer. Encore possible demain au musée de la Résistance, donc de 10h à 18h au moment du retrait des dossards. Et puis mercredi sur place le matin à la salle La Pléiade à Alvar-les-Bains. Tabouret est descendu comme ça. Alice s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? A priori, il a tenu le coup. Vous le disiez, c'est une journée aussi pour se rappeler de l'histoire de nos territoires isérois, là, du Grésivaudan. C'est pas le maquis le plus connu par rapport au Vercors ou à l'Oisan, mais il y a quand même eu des actions de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale sur ce secteur. Oui, tout à fait. C'est un territoire qui est complètement stratégique puisqu'il est en fait à mi-chemin avec la Savoie, enfin en tout cas sur l'axe de communication qui amène jusqu'en Savoie. C'est un territoire qui a permis notamment le développement de ce qu'on a appelé des compagnies, donc la compagnie Stéphane, la compagnie Bernard, qui sont des groupes mobiles qui ne sont pas sédentarisés, donc du coup des maquisards différents des maquisards qui ont eux des systèmes de camps. Du coup, ils ont effectué de nombreuses actions pour embêter l'occupant notamment, et surtout ils ont eu une stratégie qu'ils appelaient la guérilla en montagne, donc voilà, de pouvoir aller titiller aussi l'occupant, les nazis, et de réaliser de belles actions de sabotage notamment. Ça représentait combien de personnes, ces maquis du Grésivaudan Alors, sur les compagnies, on est autour de 80-100 hommes, généralement. Après, il y a d'autres maquis qui se développent avec des camps un peu plus précis, notamment à Tess, où il y a un camp qui va être installé à un moment donné. Il y a un hôpital de campagne aussi au Settlo, qui va permettre de soigner notamment les maquisards, les résistants. Donc, voilà, il y avait quand même pas mal de... Ça a mobilisé pas mal de personnes. Il y a le docteur Michalon qui participe tout à fait pas à ces maquis avant de devenir maire de Grenoble et de donner son nom à l'hôpital de l'agglomération. Parler des sites emblématiques qui vont être traversés. Pas très loin d'Alvar, il y a le Fort Barreau qu'on connaît bien et qui, pendant la guerre, avait également une utilisation assez particulière. Oui, tout à fait. C'était un centre de séjour surveillé à partir de juillet 1940 qui avait pour objectif d'interner ce qu'on appelait les Français indésirables. Donc il s'agissait d'abord des opposants politiques, souvent les communistes, puisque le Parti communiste est interdit à partir de 1939, et puis également prisonniers de droit commun, donc souteneurs, proxénètes, etc. À partir de 1942, avec les premières rafles des Juifs étrangers, certains vont être internés aussi au Fort Barreau avec les femmes et les enfants. Et la plupart d'entre eux vont ensuite être déportés dans les camps d'extermination nazis, notamment Auschwitz-Birkenau. Alors cette journée, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à des résistants qui ont habité ce secteur du Grésivaudan. Et le terme résistant ne concerne pas que les hommes armés qu'on évoquait avec le maquis. On peut être, par exemple, secrétaire de mairie et prendre des risques pour aider les autres. C'était le cas d'Anne-Marie Minga, qui est décédée en 2017, mais qu'on avait eu la chance de recevoir sur le plateau de Télé Grenoble en 2009. Elle avait à l'époque 91 ans quand même, mais vous allez voir qu'elle était encore pleine d'énergie. J'ai eu besoin, dans mon tempérament, de secourir les gens qui sont en détresse. Et j'ai commencé très, très jeune parce que j'ai été bien élevée par mes parents et mes grands-parents. Et toute ma vie, j'ai eu envie de porter secours. Alors là, vous faisiez des faux papiers, notamment pour les Juifs qui habitaient la région, qui venaient... Pour les maquisards, pour ceux qui ne voulaient pas partir en Allemagne, ceux qui étaient soutiens de famille, qui ne pouvaient pas monter au maquis, qui étaient obligés de rester. Alors les faux papiers, ça me connaît. Si vous avez besoin, faites-moi de Bon, j'en ai pas eu besoin, mais elle avait encore beaucoup d'humour. Anne-Marie Minga, c'était un vrai personnage. Oui, tout à fait, c'était un vrai personnage. Un petit bout de bonne femme, mais qui pourtant, voilà, comme vous le disiez, dégageait quelque chose, même jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et secrétaire de mairie à Domaine, et qui utilisait cette fonction-là pour justement ce qu'elle racontait, fabriquer des faux papiers pour les personnes qui en avaient besoin, réfractaires au STO, familles juives réfugiées. Et c'est d'ailleurs avec
sa fonction de secrétaire de mairie qu'elle a rencontré notamment la famille de la jeune Félicia, qu'elle a gardée en la faisant passer pour sa cousine parisienne et en la nommant Janine Chevalier. Elle l'a gardée avec elle et sa maman dans leur maison à Domaine durant toute la guerre. Et après la guerre, elle leur a fait obtenir le titre de juste parmi les nations décerné par Yad Vashem en Israël. Et puis le maire de Domaine de l'époque était un pro-Vichy, le gouvernement français qui soutenait les Allemands, donc c'était encore plus engagé de sa part de faire ça en douce, à quelques mètres, j'imagine, du bureau des maires. Elle a d'ailleurs été récompensée pour ses actions, Anne-Marie Minga, au cours de sa vie. Tout à fait, oui. Bon, ben voilà pour ce petit hommage important pour une figure de la résistance iséroise. Anne-Marie Minga, j'imagine qu'elle a une petite place un peu privilégiée dans votre musée, le musée de la résistance et de la déportation. Oui, tout à fait. On l'évoque évidemment, notamment dans la partie qu'on consacre au juste de l'Isère. Et puis, à l'occasion notamment d'expositions qu'on avait déjà pu réaliser, on l'avait évidemment mentionné. Et puis, j'en profite pour dire qu'au mois de novembre, notre prochaine exposition temporaire sera consacrée aux femmes des années 40. Et elle aura sa place. Elle aura sa place aussi. Également, ça sera peut-être l'occasion d'en reparler. En ce moment, c'est une autre expo qui occupe le musée. L'expo Goulag, c'est le premier musée en France à consacrer une expo à ce goulag. Pourtant, on est loin de l'Isère. Oui, mais pour autant, le musée de la résistance et de la déportation de l'Isère a toujours souhaité aussi évoquer d'autres horizons, en tout cas dénoncer et mettre en perspective d'autres régimes totalitaires, d'autres formes de génocide. Et c'était important pour nous de pouvoir aussi évoquer cette histoire-là qui, comme vous le soulignez, n'avait jusqu'alors pas été évoquée, au moins dans une exposition en France. Et c'est ce qu'on a pu réaliser, notamment avec le soutien de nombreux partenariats, notamment avec Nicolas Verte, qui est l'un des spécialistes français de l'histoire de l'URSS. Les goulags, les camps de travaux forcés en Russie sous l'époque de Staline, qui ont fait des millions et des millions de morts. On l'a su bien après, comme souvent dans ce genre de camp. Le dernier goulag a été fermé en 1991, c'est pas si loin. Hein. Ouais, chute du mur de Berlin. Et chute de l'URSS. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'était aussi l'objectif de l'exposition, c'était de rappeler quand même ce temps long de l'histoire du goulag qui commence avec l'arrivée de Lénine en 1923 et qui va se poursuivre comme ça jusqu'au début des années 90, donc pas si loin de nous. Bon, l'expo est à voir donc jusqu'au 20 mai au musée de la Résistance. C'est rue Hébert à Grenoble. C'est juste à côté de nos studios de Télé Grenoble. Voilà, si vous ne repérez pas la rue, vous la voyez en image. Un musée qui devrait déménager dans quelques temps. On ne sait pas encore la date, mais pour aller vraiment dans l'hypercentre de Grenoble, là, dans l'ancien palais de justice. Oui, tout à fait. Donc on ne sait pas encore le calendrier précis, mais c'est un projet qui avance. Voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler, je pense. À suivre. Bon, décidément, il va se passer beaucoup de choses cette semaine à Alvar, puisqu'après la course de la résistance, donc prévue ce mercredi, on aura l'Anangona Fest. Est-ce que je l'ai encore bien dit? Oui. Pour mon deuxième essai qui aura lieu sur la fin de semaine. Neige et Cora. Anangona, si je bute un peu sur ce mot, c'est que j'ai pas l'habitude de le prononcer. Ça veut dire quoi? Ça vient d'où? En fait, c'est un mot malgache, donc qui signifie la réunion. Et on a décidé d'appeler le festival comme ça parce que ça fait plusieurs années qu'on soutient une association malgache. Donc cette année, c'est Maasoa encore. Et donc on a décidé de faire un petit clin d'œil à ce soutien pour cette association. Voilà. Vous faites partie toutes les deux d'une association de danse orientale qui est basée sur la région d'Alvar. Hein. Oui, tout à fait. On est toutes les deux professeurs à Manon dans son monde. C'est une association qui a été créée en 2010. Ouais. Et donc, pas par nous, par notre professeur Marie-Noël Amache. Et en fait, il se trouve qu'on a repris le flambeau il y a quelques années. Et c'est avec d'ailleurs nos élèves de Manon dans son monde qu'on organise le festival. Alors c'est la deuxième édition. Ça va donc tourner autour des danses orientales, danses indiennes, du tribal fusion. Oui, c'est ça. C'est quoi le tribal fusion? Alors en fait, c'est un style qui est cousin de la danse orientale. Donc on a des mouvements qui sont très similaires, mais on danse sur tout type de musique.
Danse orientale, pour faire simple, un béotien comme moi, c'est un peu la danse du ventre, c'est comme ça qu'on peut la caricaturer. Oui, c'est ça en fait. Belly dance, on dit comme ça en anglais, donc oui, c'est danse du ventre. Nous, on dit danse orientale, c'est peut-être une déformation de langage en français, mais c'est ça. C'est les danses qui viennent du Maghreb, d'Égypte. Et nous, on aime bien les fusions. Du coup, voilà, tribal fusion et danse indienne aussi. On a décidé de mettre un peu les trois styles à l'honneur parce qu'on les aime bien tous en fait. Puis ça se marie bien. Le costume, la tenue est importante dans ce genre de danse. Ils sont très personnels, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Alors là, on voit des images de la première édition l'an dernier. J'ai l'impression, comme ça, en regardant ces images, que c'est un peu comme le plateau de Télé Grenoble, ça manque d'hommes dans la danse orientale. C'est vrai. C'est vrai. Ça, petit à petit, on en croise sur d'autres festivals ou dans nos cours, dans nos stages, tout ça. Mais c'est vrai que c'est encore une image. Après, il y a quand même des grands maîtres égyptiens qui sont des hommes et qui enseignent aux femmes et qui enseignent toujours aux femmes. En tribal fusion, il y a aussi des hommes. Il y a aussi des hommes et c'est très beau à avoir dansé un homme en tribal fusion. Et en danse indienne aussi. Oui. D'ailleurs, on en invite un, Sonny, qui va nous faire du Bollywood et du Bhangra. Donc, c'est des danses indiennes et il est très bon dans sa discipline. Alors, je crois que pendant l'événement, on pourra aussi assister à des stages, se perfectionner ou apprendre éventuellement pour les débutants avec des professeurs qui viennent d'un petit peu partout. Ouais, ils viennent d'Europe. Alors, on a des personnes qui viennent de Russie, de Pologne, d'Inde, d'Allemagne. Ouais. Et France aussi. Donc on a ratissé un petit peu plus large que l'année dernière. Et voilà, on est très contente de les accueillir. Alors ça, ce sera tout au long du week-end. La partie, on va dire, spectacle pro, c'est le samedi soir, je crois, à la Pléiade d'Alvar, si on veut voir un spectacle haut en couleur. Et puis, le vendredi soir, dans les rues d'Alvar, je ne sais pas si c'est pas loin de la place de la Résistance, peut-être. En fait, ce qu'on appelle la soirée d'ouverture, elle se passe sur la place de la Résistance également. Et donc, on a une scène ouverte. Ce sont des danseuses venues de France qui viennent présenter leur création. Et puis, on a ensuite un concert d'un groupe de musique kabyle qui sont originaires de Grenoble, Siwan, il s'appelle. Et donc, voilà, c'est aussi pour permettre aux personnes qui ne connaissent pas forcément tous ces univers de s'immiscer petit à petit. Et voilà. On voit que le public peut participer et participe d'ailleurs à ce spectacle de rue qui ouvrira l'événement. Vous aurez peut-être le même souci qu'Alice avec la météo, parce que bon, on a vu que les tenues étaient assez légères. Voilà. On a un avantage, c'est qu'effectivement, du coup, on bénéficie du complexe de la Pléiade à Alvar sur tout le week-end, et donc en cas de pluie, on a prévu de se replier là-haut. Ce sera beaucoup plus sympa si c'est sur la place de la Résistance, mais on a une solution de repli au cas où. Voilà, la Pléiade qui sera le cœur de l'événement pendant 3 jours. Je crois qu'il y a un salon également qui est prévu pour tous ceux qui viendront assister à l'Anangona Fest. Et vous avez toutes les infos avec la programmation sur le site internet qui s'affiche. On va juste faire une petite infidélité à Alvar pour finir cette émission, parce qu'on y est depuis le début. On revient dans la banlieue grenobloise avec Anne-Laure. Vous faites partie d'un regroupement de professionnels du bois, des menuisiers, des ébénistes, des charpentiers, qui s'appelle la Raboterie. Oui, alors c'est une SCOP, c'est une entreprise, c'est une SARL sous la forme SCOP. L'activité jusqu'à présent, c'était menuiserie et ébénisterie, menuiserie surtout. Et donc, on est 3 associés, on est 6 en tout pour l'instant. On va monter à 9 personnes au mois de juin, avec l'arrivée de 2 associés, dont un charpentier. Donc, on fait rentrer aussi l'activité charpente. Le charpentier vient avec son apprenti charpentier. Voilà, donc on est menuisier, ébéniste, charpentier. Alors, une SCOP, c'est une structure où, en général, il n'y a pas vraiment de patron, hein. Alors, il y a un gérant officiel, parce qu'administrativement, il en faut un. Mais par contre, on se répartit complètement les tâches administratives et les responsabilités au sein de la SCOP. Ouais. Alors l'atelier, on le voit, est installé sur la commune des Bains, donc à côté de la Rocade Sud à Grenoble.
Vous travaillez de façon collective ou chacun mène ses projets dans son coin? On travaille de façon collective. On est une seule entreprise avec un seul chiffre d'affaires, des moyens communs. Enfin, c'est une entreprise, une seule entreprise. On est à tour de rôle responsable de tel ou tel chantier. C'est-à-dire que nos clients, qui sont pour la plupart des particuliers, pas seulement, mais surtout des particuliers, ont un seul interlocuteur du début à la fin du chantier. Donc ça, c'est un plus pour la clientèle. Et voilà, les chantiers, selon le type de chantier, on a tous plus ou moins des envies ou des affinités ou des savoir-faire qui sont complémentaires. Vous travaillez sur mesure, hein, essentiellement. Oui, sur mesure. Ouais. Sur mesure et bois massif. Si on a un projet en tête, même s'il nous paraît irréalisable, on peut éventuellement vous solliciter. Je suis sûr que vous aurez des solutions. Et on va dire que votre spécialité, puisque vous en avez fait plusieurs, c'est de construire des grandes roues en bois. C'est pas banal. La première date de 2016, c'était d'ailleurs les débuts, je crois, de la raboterie. Ça, c'est amusant. C'était notre toute première commande à la création de la raboterie, cette grande roue-là. Donc c'est une roue entièrement en bois, sauf quelques pièces métalliques, l'axe principal est en acier, il y a des roulements à billes, mais tout le reste est en bois massif. Et donc c'était la toute première commande qu'on a eue à la création de la raboterie. On a profité de cette grande roue pour faire l'inauguration avec cette grande roue à l'odeur. Et avec l'arrivée des deux nouveaux associés, on s'est dit qu'il fallait qu'on refasse une inauguration. Et coïncidence amusante, on a eu une nouvelle demande de grande roue. La même que celle qu'on est en train de voir? La même. Celle qu'on voit là, elle est devenue quoi? Alors celle qu'on voit, elle est à Valence maintenant. Les clients, c'était la Maison pour tous de Font-Barlette à Valence. Et donc celle-là et la nouvelle sont entièrement démontables. Elles se transportent sur une remorque. Et donc elle est assemblée à l'occasion de fêtes de quartier, de fêtes à droite à gauche dans la commune de Valence et aux alentours, pour promouvoir le lien social entre les quartiers dits défavorisés et les quartiers voisins. Et la nouvelle roue, là, les clients, c'est une association à Aubenas, en Ardèche donc, qui va s'en servir pour faire de l'animation et apporter elle va s'en servir en soutien pour des actions pédagogiques sur le tri sélectif. D'accord. Voilà. Bon, ça attire l'œil de toute façon, ce genre d'équipement. Il n'y en a pas prévu pour Grenoble? Il n'y a pas un troisième projet de grande roue Pas en bois? encore, mais on est ouvert. Ça serait pas mal. Je pense que ça plairait à pas mal. Alors c'est une roue qu'on n'a pas conçue nous. C'est une association suisse. C'est très difficile à dire. Qui a conçu les plans et vous l'avez réalisé. Voilà. C'est l'association Label Vie. Label comme un label et Vie, VIE, qui a conçu cette roue et donc c'est nous qui les fabriquons. On pourra la tester, cette roue, vendredi et samedi, puisque vous ouvrez les portes. Même s'il pleut, parce qu'elle est comme elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur. La météo en ce moment, c'est capricieux. Ouais. Mais effectivement, le public pourra rendre visite à votre atelier, tester la roue. Alors, il faut qu'il y en ait qui poussent. Il n'y a pas de moteur, comme vous l'avez dit. Oui, il n'y a pas de moteur. Il y a deux gros roulements à billes. Et, mais une fois que le mouvement est lancé, elle tourne. Elle ne s'arrête plus. Des portes ouvertes qui marquent un nouveau départ dans votre structure, puisque vous le disiez, vous aviez fait rentrer l'activité charpentier. On parle beaucoup de ce corps de métier depuis l'incendie de Notre-Dame, la fameuse charpente qui est partie en flammes en quelques heures. On pourrait vous solliciter, vous seriez capable de partir sur des projets comme ça aussi importants? Alors ce type de projet est quand même d'envergure qui nous dépasse. Déjà c'est à Paris et nous on essaye de jouer local dans la mesure du possible. C'est un peu aberrant d'aller travailler à l'autre bout de la France, si je peux dire. On joue la carte de la proximité. La proximité. Y compris dans les bois qu'on utilise. On essaye au maximum d'utiliser des bois locaux, et des matériaux sains, des matériaux de finition sains, des finitions huilées, etc. Nos clients sont de plus en plus sensibles à ça d'ailleurs, à avoir des matériaux sains chez eux.
Et ouais, c'est un chantier d'une ampleur une petite structure comme nous ne peut pas y répondre, quoi. Ça nous monopoliserait sur ce chantier uniquement pendant plusieurs années. Ouais, c'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable. La construction au bois, j'ai l'impression, en tout cas dans la région, à la côte, ça se développe pas mal. Tout à fait, oui. La construction au bois et les aménagements en bois aussi. Le bois massif et les matériaux sains, comme je disais tout à l'heure, sont à la mode. Notamment pour les cuisines. On ne sait pas assez qu'on peut utiliser autre chose que du mélaminé pour faire les cuisines. Or, on peut proposer des cuisines avec uniquement des matériaux sains. Eh bien, ça s'appelle l'Araboterie. Donc les portes ouvertes, c'est vendredi et samedi à Ibins. L'adresse pour vous trouver, c'est facile. 12 rue Évariste Gallois. C'est dans la zone des Ruires. C'est au bord de la rocade, derrière le Buffalo Grill, derrière la station Total, dans ce coin-là. Donc il y aura la grande roue à l'honneur et il y aura une autre pièce maîtresse qui est une maquette à l'échelle 1,5 d'un escalier à Limon-Courbe. Donc il faut venir voir pour se rendre compte ce que c'est. C'est notre salarié Pierre qui est à la raboterie depuis quasiment le début de la raboterie, qui fourmille d'idées et qui a avide de savoir et voilà, qu'il a conçu et fabriqué et qu'il exposera à cette occasion. Eh ben, découvrir le savoir-faire local des professionnels du bois. Le mercredi 8 mai, on ira courir dans la neige ou pas, mais pour se souvenir de la résistance et de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, si vous voulez exercer votre nombril au cours du week-end, il y a l'Anangona Fest à Alvar jusqu'à dimanche. Voilà, nous on se retrouve dès demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.